Mesdames, Messieurs, nous voici de retour sur ce plateau. Pourquoi a-t-on l'impression que l'accès aux droits dans les pays francophones est peu limité par rapport aux pays anglo-saxons? C'est une vaste question. Il y a plusieurs facteurs, je pense, au niveau de l'accès aux droits qui peut paraître plus compliqué. On l'a évoqué en première partie, le fait que les cliniques juridiques qui permettent d'avoir une information juridique gratuite sont plus anciennes. Donc ça, c'est un premier facteur. Je pense qu'il y a aussi un facteur culturel où finalement les gens ont l'impression que l'accès au droit est limité alors qu'il n'est pas limité. Mais simplement, on a des ressources à disposition qu'on n'utilise pas nécessairement. En Afrique francophone, je pense que notamment il y a certaines barrières. Quand on voit les difficultés qu'il y a pu avoir au Togo sur la mise en œuvre de l'aide juridictionnelle, par exemple pour les justiciables indigents, mais ça peut être aussi un problème quand on parle d'accès au droit, parce que les justiciables qui n'ont pas beaucoup d'argent ne peuvent pas aller voir un avocat, et avant qu'il y ait la création de la CEJUS, ici à Lomé, la clinique d'expertise juridique et sociale, eh bien ces gens-là se retrouvaient avec une certaine difficulté. L'accès au droit, c'est aussi l'accès à des textes. L'accès à des textes, alors est-ce qu'on peut avoir accès à la dernière décision de la Cour suprême en ligne peut-être ? Mais qui est capable de comprendre la dernière décision de la Cour suprême? Nous, on est professeurs de droit, donc c'est notre métier. Mais le citoyen lambda, c'est parfois compliqué pour lui. Donc ça passe aussi par de l'information juridique qui peut être donnée en ligne, qui peut être vulgarisée. Et tout ça, ça prend du temps, ça prend de l'argent parfois, ou des moyens humains, donc qui peuvent être parfois passés par les cliniques juridiques. Donc il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette difficulté de l'accès au droit. Mais l'accès au droit, je dirais toujours, c'est un processus. C'est un processus, même en Amérique du Nord, l'accès au droit, on travaille à l'améliorer. Donc c'est un processus constant d'arriver à faire comprendre aux citoyens quels sont les enjeux et quels sont ses droits. À chaque jour, on essaie de l'améliorer. Puis dans la francophonie, il y a aussi des difficultés, il y a aussi des enjeux qui sont les mêmes partout finalement. Madame, quels peuvent être selon vous des autres facteurs de la non-accès au droit, du non-accès au droit? Je pense que David a mis un doigt sur un élément fondamental. C'est la compréhension par le citoyen du droit. Je pense que c'est la base de tout. Comme avocat, on entend souvent les clients nous dire des aberrations sur leur dossier, ils portent un jugement sur leur dossier, ils analysent mal les faits, ils connaissent pas le droit. Et franchement, on se dit, s'il y avait une meilleure information aux citoyens, il y aurait un meilleur accès au droit. Parce que le citoyen saurait qu'il est dans son droit, d'abord et avant tout, et pourrait ensuite être dirigé vers les bons services. Comme David disait, il y a d'excellentes initiatives de cliniques juridiques qui partage le savoir juridique, qui rend le savoir juridique plus accessible. Dans les pays francophones? Oui, en Suisse, par exemple, il y a une clinique juridique qui résume le droit des détenus et qui ensuite distribue ces rapports-là, ces pamphlets-là dans les prisons pour que les détenus soient bien au courant de leurs droits. Au Québec, c'est pas une clinique juridique qui l'a fait, mais c'est quand même une initiative extraordinaire. Puis on pourrait penser qu'aujourd'hui, des cliniques juridiques pourraient le faire. C'est Éducalois, une organisation sans but lucratif qui a décidé de créer du savoir en ligne. C'est en ligne parce qu'au Québec, l'accès à Internet est excellent, mais on pourrait penser qu'ils pourraient distribuer des pamphlets d'information juridique, mais répondre à des questions qu'on se pose tous. Est-ce que j'ai le droit de divorcer? Quelle est la procédure? Si je divorce, quels sont mes droits? Quelle est ma pension alimentaire? Mes enfants dans tout ça? Est-ce que j'aurai la garde? Est-ce que mes enfants peuvent avoir une pension? Ça, je vous donne l'exemple du divorce, mais il y a tout un paquet de sujets. J'ai une chicane avec mon voisin, j'ai acheté un bien, je veux me faire rembourser. Vraiment, il nous simplifie l'ensemble des questions juridiques qui peuvent faire partie de notre vécu. Et je pense que les cliniques juridiques peuvent être d'excellents moteurs de transmission, de diffusion et de vulgarisation. Ici à Lomé, la CEJUS travaille actuellement à la production d'un petit guide de simplification des règles du droit du travail à destination des citoyens. Il est actuellement en cours de réalisation, il n'est pas encore terminé, mais en une page, je me fais renvoyer de mon travail. Quels sont mes droits? Je dois signer un contrat de travail, qu'est-ce que cela veut dire? Et il travaille à la production d'un petit guide comme ça sur
l'essentiel des règles de droit du travail à comprendre pour le citoyen. Ça veut dire que la clinique juridique du Togo s'est intégrée dans le cursus universitaire? Alors, pas tout à fait. La clinique juridique de Lomé, c'est quelque chose d'assez chouette. C'est un projet d'étudiants. C'est un projet d'étudiants à l'origine qui ont décidé de dire nous, on veut créer une clinique juridique. Et là, ils sont doucement en train de s'intégrer à l'université. Ils ont de très bons rapports avec le doyen, avec plusieurs professeurs. Et l'université a cette volonté d'intégrer la clinique dans les cursus à court et moyen terme, en envisageant, on en parlait hier, des unités d'enseignement libre et peut-être demain des cours obligatoires à la clinique pour les étudiants de master. Mais bon, évidemment, ça prend un petit peu de temps. Mais il y a des enseignants, je pense au professeur Francis Déconne, qui sont extrêmement intéressés et qui ont extrêmement envie de s'impliquer dans la clinique. C'est exemplaire. Ouais. La clinique de l'Université de Lomé, elle est exemplaire. Tantôt, vous me demandiez qu'est-ce que ça prend pour créer une clinique. Bien, ça prend des étudiants de Lomé. Ouais. Des étudiants qui sont passionnés, qui veulent rendre service, qui veulent être impliqués, qui veulent être un moteur pour leur société. C'est vraiment ça. Est-ce que c'est le cas en Afrique tout entière? Il y a plusieurs exemples. Au Ghana, par exemple, il y a plusieurs cliniques juridiques universitaires. En Côte d'Ivoire, il y a eu des cliniques juridiques plus communautaires, c'est-à-dire non universitaires, qui ont été créées après la crise en Côte d'Ivoire sous l'égide des Nations Unies. Mais ces cliniques communautaires, qui ne sont pas des cliniques universitaires, c'est-à-dire où le travail n'est pas nécessairement supervisé par des professeurs d'université, aujourd'hui se rapprochent de l'université parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin des professeurs d'université, ils ont besoin des étudiants aussi pour travailler. Donc il y a quelques cliniques juridiques universitaires au Maghreb, au Maroc, en Tunisie, il y en a quelques-unes qui sont en cours de gestation. Au Maroc, il y en a quelques-unes qui sont plus anciennes. Mais la clinique d'expertise juridique universitaire et sociale de Lomé, c'est vraiment, vous avez vraiment un beau projet qui est très novateur. Et à travers vos missions en Afrique, quelles sont les barrières à l'établissement des cliniques juridiques? C'est les mêmes partout. Ce sont les mêmes partout. Ce sont les mêmes en France, ce sont les mêmes en Afrique. C'est déjà, quand on parle de clinique juridique, les gens ils nous disent vous faites pas de la médecine. Donc il faut déjà leur expliquer ce que c'est une clinique juridique. C'est des barrières, trouver des enseignants disponibles. Parce qu'il faut changer les cours. Quand vous dites on veut monter un cours de clinique juridique, c'est quel cours qu'on supprime? Puis c'est quel enseignant qui va le faire? Ça aussi, ça prend une volonté. Puis il y a aussi parfois des freins, des barrières de la part des barreaux qui peuvent se sentir, comme le disait Geneviève, concurrencés, menacés. Donc il y a tout un travail d'éducation et d'explication qui sont les mêmes barrières partout, qui sont les mêmes partout dans la francophonie. Ces barrières-là. Ce travail est loin d'être politiquement neutre, parce qu'en formant les étudiants, être conscient à l'inégalité, l'oppression, est-ce qu'on doit penser aux représailles des États? C'est une excellente question. Et c'est une question dont on discute avec nos étudiants. Je pense que pour répondre à votre question, je veux d'abord et avant tout spécifier qu'à mon avis, même quand on travaille dans une clinique juridique, même quand on aborde des causes militantes, le travail demeure neutre. On peut faire notre travail de recherche, d'analyse du droit en toute objectivité. Il en demeure pas moins que lorsqu'on décide d'épouser une cause, c'est un peu un statement. Et oui, il peut y avoir des pressions, des menaces. Je pense que quand on parle d'accès au droit, il y a plusieurs, j'ai envie de vous dire, il y a plusieurs échelles pour compléter ce que disait Geneviève. Quand on parle de donner une information à un citoyen qui a un problème avec son voisin, la représaille étatique, elle est peut-être moins forte. Quand on commence à avoir des cliniques juridiques qui font des rapports sur des violations des droits humains, qui font des rapports sur des violations d'engagement de l'État, là c'est peut-être plus forcément la même histoire. Et nous, on le disait, il y a un exemple qu'on a, nous par exemple, on poursuit devant la Cour africaine des droits de l'homme le Rwanda. Et dans ce dossier-là, on a fait le choix de ne pas mettre le nom des étudiants sur le dossier. Parce qu'on craignait qu'il y ait des pressions politiques qui puissent être faites sur les étudiants, non pas au Canada, mais par le Rwanda. Et on a obtenu une condamnation du Rwanda. Et Geneviève, l'avocat qui travaille avec nous, ainsi que moi-même, on s'est fait accuser d'être des négationnistes du génocide par le Rwanda. Ce qu'on n'est pas du tout. Au contraire, je suis le premier à reconnaître qu'il y a eu un génocide au Rwanda. Parce qu'on défend un ex-génocidaire dont les droits, qui est maltraité en prison.
Et nous, en tant que juriste, ce qu'on dit, c'est que même le pire des criminels a droit à un traitement humain. Oui, il est en prison, mais il a le droit de manger à sa faim, il a le droit de consulter son avocat, il a le droit d'avoir des rendez-vous médicaux quand il est malade, ce qu'il n'a pas. Et on a obtenu une condamnation du Rwanda, le gouvernement du Rwanda nous a accusés d'ex-génocidaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'avocat qui travaille avec nous, Geneviève et moi-même, si on remet un pied au Rwanda, on risque 25 ans de prison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en pratique que si demain je décide d'aller voir mon client au Rwanda, je peux pas aller le voir, on peut pas aller le voir de manière sécuritaire. Donc oui, il peut y avoir des pressions. Vous risquez la prison, vous aussi? Oui. Oui, parce pour un engagement de... Parce qu'ils nous ont accusés dans les médias d'être des négationnistes du génocide, ce qu'on n'est pas. Mais pour reprendre un peu ce que David disait, je dirais que ça, c'est vraiment un défi. Mais c'est un défi qui peut être différent, dépendant d'où on installe notre clinique juridique. Une clinique juridique, par exemple, établie au Canada, on n'a pas trop de problèmes. Nous, on poursuit le Canada devant le comité. Bon, on ne le poursuit pas, on a fait une plainte devant le comité contre la torture des Nations Unies contre le Canada. Et vous savez, il n'y a personne qui nous fait de pression. Le Canada continue même à nous donner des subventions de recherche et c'est tout à fait normal. Je ne suis pas certaine qu'on aurait le même traitement dans n'importe quel pays du monde. Donc, je pense que ça, c'est une préoccupation que les fondateurs d'une clinique juridique, ou du moins de ceux qui s'en occupent, doivent avoir à l'égard d'eux-mêmes, mais aussi à l'égard de leurs étudiants. Comme David disait, nous, on est très conscients qu'il faut protéger nos étudiants. Comme avocat, nous, on prend des risques. On choisit des dossiers, mais les étudiants n'ont pas à subir ces risques-là. Et ils n'ont pas toujours tout le bagage pour décider d'eux-mêmes s'ils ont envie de subir un risque ou pas. Oui. Donc, on doit les protéger. Et c'est là qu'est tout l'intérêt d'avoir une clinique universitaire. Parce que nous, en tant que professeurs, ce choix, on est capable de le faire. On arrive à avoir la distance nécessaire avec les dossiers qui nous sont soumis pour dire... tel dossier, on est peut-être mieux de le laisser de côté, de ne pas le prendre, et tel dossier, on peut le prendre pour telle et telle raison. Donc ça fait partie aussi de l'intérêt d'avoir des cliniques juridiques dans les universités, pour avoir des gens qui arrivent à avoir une certaine distanciation quand il y a des causes militantes ou des causes politiquement sensibles qui peuvent être soumises au travail de la clinique. Nous sommes dans le mois de la femme, Madame Dufour. Quels sont les apports de la méthodologie de l'enseignement clinique face aux femmes vulnérables en Afrique? Ah, c'est une grande question. Écoutez, je pense que l'enseignement clinique peut certainement être une bonne façon de former les femmes. Mais au-delà de ça, ce que le travail des cliniques juridiques fait, ça peut avoir un impact considérable sur les femmes. Sur les femmes qui, on le sait, en Afrique, ont moins de moyens. Sont souvent dépendantes, évoluent dans le commerce informel, connaissent moins leurs droits, sont souvent retirées de l'école plus jeunes. Donc, je pense que les cliniques juridiques peuvent être vraiment un beau moteur d'accès à la justice pour ces femmes-là. D'abord et avant tout parce que c'est gratuit, mais aussi parce qu'elles vont aller rencontrer des étudiants qui vont leur donner des conseils juridiques. Donc, des étudiants qui ne sont pas sur le piédestal d'un avocat. Donc, il va y avoir un rapport qui va être beaucoup plus égalitaire ou équitable du moins, moins hiérarchique. Je pense que ces femmes-là peuvent mieux se sentir d'aller voir, d'aller chercher des conseils en milieu universitaire. Les cliniques juridiques, en fait, s'adressent à tout le monde. Mais le modèle fait que les populations vulnérables, par exemple, la clinique de Genève travaille actuellement beaucoup sur le droit des personnes homosexuelles. On peut pas penser aussi à l'accès à la justice aux femmes, comme le disait Geneviève. Donc finalement, toutes les populations vulnérables, ça démystifie l'accès à la justice, ça le rend plus facile, c'est gratuit. Donc finalement, avoir déjà une information juridique de base, ces personnes-là, c'est les clientèles qui finalement se retrouvent ciblées, ou du moins qui sont privilégiés par les cliniques juridiques. Ainsi prend fait cette émission. Merci David Pavot d'être passé sur ce plateau. Vous êtes co-directeur du Bureau d'assistance juridique internationale. Merci également à vous, professeur Geneviève Dufour. Vous êtes co-directrice du Bureau d'assistance juridique internationale. Mesdames, Messieurs, à bientôt pour un nouveau numéro d'échange sur votre chaîne.